Bienvenue sur Sensé, le podcast des femmes dirigeantes qui veulent réussir à avoir de l'impact tout en préservant leur bien-être. Je suis Jenny Chamas, master coach et mentor. J'accompagne les dirigeantes depuis 10 ans à s'épanouir dans leurs fonctions et à rendre possible leurs ambitions. Vous écoutez l'épisode 64 de Sensé. Aujourd'hui, j'interviewe Florence Lévesque. J'ai rencontré Florence dans un cercle d'entrepreneurs et l'entendre parler de Maison Jaya m'a beaucoup touchée. La Maison Jaya est un lieu dédié à l'après-cancer qui accueille des personnes en rémission et des aidants, hommes et femmes, quel que soit le type de cancer et l'établissement de santé dans lequel ils ont été suivis. Et sa mission est de réduire les inégalités d'accès aux soins oncologiques de support et de diminuer les séquelles de la maladie et des traitements. Alors Florence, en t'écoutant présenter la première fois Maison Jaya, j'ai été bluffée par la justesse de la structure que tu as créée, la fine analyse des parcours de soins, bluffée par tous les acteurs que tu as mobilisés et que tu mobilises encore, et ce que tu as réussi. Et tout cela pour un projet à impact positif. Et donc, j'ai vraiment été inspirée par ton travail et ça m'a donné envie d'en savoir plus sur la leader que tu es. Alors, bienvenue sur Sensé. Et puis, ma première question, c'est est-ce que tu peux te présenter, Florence ? Oui, bonjour Jenny, merci pour ton invitation. Je suis vraiment ravie d'être avec toi aujourd'hui. Je suis donc Florence Lévesque, je suis patiente partenaire et fondatrice et directrice de la Maison Jaya qui a ouvert le 14 avril 2025, donc il y a presque un an maintenant. Si on revient au tout début, avant que Maison Jaya existe, qui étais-tu avant la Maison Jaya ? Alors moi, j'ai un parcours professionnel dans l'univers du conseil aux entreprises. J'ai été consultante en entreprise sur des sujets en lien avec la connaissance client, l'expérience client, le parcours client. J'ai été à mon compte pendant 7 ans, j'avais mon cabinet conseil et en 2017, j'ai été diagnostiquée d'un cancer du sein. À 43 ans, donc c'est un âge un peu inhabituel, quoique, pour être malade et donc à ce moment-là, tout s'arrête, la vie professionnelle et toutes les autres. Et donc j'ai été en arrêt pendant plusieurs mois et pendant cet arrêt, j'ai eu un regard assez analytique sur mon parcours de par mon profil et mon expérience professionnelle. Et c'est vrai que j'ai assez rapidement identifié des choses qui m'ont manqué, des choses qui m'auraient aidé à ce moment-là. Et finalement, à ce moment-là, même si l'idée n'était pas là, mais en tout cas, je me suis dit, tiens, là, il y a un trou dans la raquette, il manque quelque chose. Et ça m'a questionné, je dirais, dans un premier temps. Voilà, ensuite, j'ai repris mon travail, alors progressivement à travers un mi-temps thérapeutique, aussi un peu en observation, de savoir comment j'allais me sentir dans cette reprise au travail, puisque on y reviendra sûrement, mais une maladie comme le cancer, ça transforme possiblement les personnes. Et donc, j'ai été en observatrice et alors, j'adore mon métier. J'en parle même pas au passé. J'adore mon métier, mais j'étais plus tout à fait à ma place. Et j'ai pu être aussi, lors de ma reprise, en difficulté du fait d'effets secondaires et de séquelles de la maladie et des traitements, comme les troubles cognitifs, donc des difficultés dans la concentration, la mémorisation. Et dans un métier de conseil en entreprise, on doit être là aussi. Tu vois, il y a une forme de... faut être punchy, quoi, dans sa posture. Et du coup, je me suis vraiment interrogée sur ça et j'ai continué, voilà, puis j'ai quitté ce job, j'en ai fait un autre, enfin bon, j'ai eu un petit temps comme ça d'aller-venue pour finalement 2 ans après me dire non mais je dois transformer cette expérience de vie en quelque chose de positif. J'avais vraiment ce besoin-là aussi, il y a cet aspect thérapeutique. Donc ça c'était important et c'est là où j'ai repris finalement un peu toutes les idées que j'avais pu avoir, l'analyse que j'avais pu faire de ce parcours, la rencontre aussi avec d'autres personnes touchées par la maladie et je me suis appuyée évidemment sur mon expérience de l'après-cancer, puisque là on parle bien de l'après et c'est important de le spécifier. On est vraiment un lieu ressource dédié à l'après et cet après-cancer c'est la suite des traitements lourds qui a été pour moi une phase du parcours vraiment la plus difficile à titre personnel. J'ai été en grande difficulté, un sentiment d'isolement, d'abandon, de plus savoir, une vraie rupture identitaire
tu vois, de savoir même qui je suis, qu'est-ce que je veux, enfin, tu vas vraiment revenir aux bases. Et c'est d'ailleurs ça qui m'a aidé, d'essayer de me raccrocher à qui je suis, donc de revenir sur des choses très très lointaines, hein, d'enfance, de famille et tout, tu vois, qui m'ont permis de maintenir le cap. Mais j'ai été en difficulté et en souffrance. Et ça, c'est assez violent en fait. C'est très anxiogène, c'est éprouvant. L'environnement ne comprend pas en fait, les proches ne comprennent pas, parce qu'à la fin d'un parcours de soins, on vous dit bah voilà, c'est fini, on se retrouve dans 1 an pour l'examen de contrôle, merci, au revoir. Bon, ça se passe un peu moins comme ça maintenant parce ça a un petit peu évolué, mais moi voilà, ça a été comme ça et en fait on ne sait pas que ça peut être encore compliqué pendant un temps, etc. Donc finalement, mis bout à bout, tous ces éléments-là de constat partagé et de vécu m'ont permis de me dire, enfin c'est là où je me suis dit je peux faire quelque chose et je peux transformer ce que moi j'ai vécu parce que je considère que j'ai eu de la chance aussi et que j'ai été privilégiée parce que j'ai été très très bien soignée par une équipe médicale au top, parce que j'avais l'énergie, les gens autour de moi pour me soutenir et aussi pour trouver des soins de support qui m'ont aidé à améliorer ma qualité de vie. Et je sais que c'est pas le cas de la majorité des gens en fait qui sont malades. Et donc là, j'avais envie de rendre ça aussi un retour et aider les autres à pouvoir bénéficier de ça. Donc c'est là que j'ai commencé à travailler, donc à réfléchir plus concrètement à ce projet avec cette idée de créer un lieu dédié à l'après-cancer. Et du coup, ce lieu, Maison Jaya, j'ai répété ce qu'il y avait écrit sur ton site, mais si toi, tu en parles avec tes mots, qu'est-ce que tu en dis, comment tu le présentes pour que les gens puissent comprendre en fait voilà, la démarche, à quoi ça sert, comment on y vient, pourquoi, et qu'est-ce qu'on y trouve? Présenter la Maison Jaya en quelques mots, comme tu l'as fait, c'est déjà très bien. Après, peut-être pour revenir sur notre mission et notre ambition, c'est de faciliter l'accès aux soins de support, comme tu l'as indiqué, pour améliorer la qualité de vie au quotidien, puisqu'un soin oncologique de support, hein, je le répète pour ceux qui savent pas ce que c'est un soin non médicamenteux qui va compléter la thérapeutique traditionnelle et qui va permettre d'améliorer la qualité de vie au quotidien et avoir un impact sur sa vie sociale, son bien-être physique, psychique, émotionnel, etc. Donc, c'est des soins de support qui sont, en tout cas, à mon sens, c'est une conviction forte, nécessaire pour compléter les traitements et pour se rétablir. Donc, notre mission, c'est d'accompagner à travers des soins de support pour se rétablir et pouvoir mettre en place des actions de prévention aussi, parce qu'on a aussi une mission de prévention. Alors, c'est de la prévention tertiaire pour limiter les risques de récidive. Est-ce que tu peux me donner des exemples de soins support ? Tu parlais tout à l'heure du fait que dans ton expérience, l'après-traitement, ça avait été le plus dur. Dans ces cas-là, qu'est-ce qui fait du bien? Et du coup, vous, qu'est-ce que vous avez mis en place? Oui, donc nous, notre offre de soins de support, on la coordonne et on l'organise sous la forme d'un parcours. Donc ça, c'est important parce que c'est un accompagnement qui va s'étaler sur 4 à 5 mois en moyenne aujourd'hui, avec un nombre de soins significatif, entre 10 et 15 soins. Et l'idée, c'est que ce parcours, il est progressif. Donc on va proposer d'abord des soins qu'on appelle socles, c'est-à-dire des soins qui nous semblent à nous. Alors quand je dis nous, c'est l'équipe. Donc c'est moi en tant que fondatrice patient partenaire, d'autres patients partenaires, notre infirmière coordinatrice et notre équipe d'intervenants, mais qui nous semblent être des soins incontournables pour démarrer un parcours. Donc là, on va parler d'entretien, un bilan avec un psychologue, avec une diététicienne, un bilan en activité physique adaptée et de nouveau, en tout cas, un entretien avec un patient partenaire. Donc un patient partenaire, je le rappelle aussi parce que c'est des termes qui sont pas forcément usuels aujourd'hui. Un patient partenaire, c'est quelqu'un qui a vécu une pathologie, une maladie et qui a été formé pour accompagner d'autres patients. Un patient partenaire, il peut notamment être un père aidant, ce qu'on appelle un père aidant, donc quelqu'un qui va soutenir une autre personne, qui va pouvoir répondre aussi à ces questions, l'orienter, etc. Donc c'est un éclairage intéressant. Donc on a des soins socles et ces soins socles nous permettent de mieux appréhender la suite de notre parcours qui sera personnalisé, où là on va pouvoir composer avec de la réflexologie plantaire, de la sophrologie, des ateliers d'expression autour de l'improvisation théâtrale, la danse, l'écriture. On a de la photographie thérapeutique, on a des balades sophro, on a la socio-esthétique. Donc on a une offre large. Aujourd'hui, on a 34 intervenants qui portent plus de 20 soins et ateliers.
Donc en fait, on va piocher dans ces soins pour composer un parcours qui correspondent le plus précisément possible aux besoins de la personne. Et c'est là où on fait aussi un pas de côté, dans le sens où on va pouvoir être dans l'hyper-personnalisation du parcours en posant cette question qui est: qu'est-ce qui est important pour vous maintenant? Et quand les gens arrivent et qu'on les accueille, on les questionne sur ça. Et là, on n'a pas deux réponses les mêmes, en fait, parce que chacun, évidemment, a sa vie, son environnement et son histoire. Donc, on est vraiment dans accompagner finalement les personnes à retrouver un nouveau chemin, le leur, celui dont elles auront envie et besoin à ce moment-là. Donc, finalement, on crée les conditions que ce parcours soit réussi et ait de l'impact. Et c'est pas nous qui sommes aux manettes, c'est-à-dire c'est le bénéficiaire qui est acteur de son parcours. Et donc, on crée les conditions pour que ça se passe du mieux possible. Finalement, on est comme un facilitateur, un trait d'union. Tu vois, on donne une impulsion pour que ces personnes retrouvent, soient un peu moins perdues, un peu moins isolées, un peu moins seules, un peu moins fatiguées, etc. Ce que je trouve fascinant dans ce que tu me racontes, et je me rappelle, c'est ce qui m'avait aussi frappé quand on s'est rencontrés, c'est que tu aurais pu me raconter la même histoire et me dire, il y a un parcours de soins. Et en fait, je comprends là que en fait il y a de la personnalisation, que l'individu est au centre. Je veux dire, moi ça me surprend au point que ça m'émeut, parce que je pense que ça va pas de soi en fait. Mais j'ai l'impression que pour toi ça va de soi. Est-ce que tu peux m'en parler de ça? Comment t'as fait? Parce que je veux dire, j'accompagne assez de dirigeantes pour savoir que des obstacles, t'as dû en avoir des tonnes, que ça rendait peut-être les choses plus compliquées ou pas. Enfin, qu'est-ce qui a fait que t'en es arrivé là? Alors ça me touche vraiment ce que tu dis, et en plus c'est vraiment fondamental pour nous. C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, c'est que la Maison Jaya, elle est née du terrain, elle est née du vécu, et elle n'est pas née d'autre chose. Elle n'est pas née d'une structure. Elle n'est pas née de professionnels de santé. Elle est née du terrain. Elle est née du vécu de patients. Et c'est ça qui fait le caractère innovant. Une des spécificités de cette maison, c'est ça, c'est qu'elle vient du terrain. Du coup, on fait des choses complètement différentes, parce qu'on est finalement une forme de rupture par rapport au modèle de santé actuel, mais ce qui est normal, parce qu'on n'a pas la même mission non plus. Et c'est ça qui fait qu'on a réussi à construire quelque chose qui est totalement différent de ce qu'on voit aujourd'hui dans un parcours de soins classique, on va dire. Mais on est dans la complémentarité, parce qu'aujourd'hui, nous, on est en lien avec tous les établissements de santé, qui sont des adresseurs, ils adressent leurs patients, et on est en lien aussi avec les associations du territoire. La première chose que moi j'ai souhaité quand j'ai commencé à imaginer ce projet sur une feuille blanche, j'en ai d'abord parlé à quelques personnes autour de moi, et notamment des personnes qui étaient en lien avec le secteur de la santé, parce que moi j'ai pas de lien à part être une ancienne patiente. Et ensuite, la première chose, ça a été de lancer une grande consultation des acteurs. Donc moi j'ai rencontré beaucoup de monde. L'objectif, c'était de ne pas créer une initiative isolée de patients, mais plutôt de s'imbriquer dans l'écosystème. Et pour ça, il fallait rencontrer les acteurs, savoir quelles étaient leurs visions de cet après-cancer. Je leur ai présenté des bribes, les premières composantes du projet pour les faire réagir, etc. Et chacun a pu apporter finalement sa brique à l'édifice. Et ce collectif d'acteurs, alors c'est principalement, majoritairement des acteurs dans le milieu de la santé, des acteurs du territoire, donc c'est aussi important, on a un projet de territoire très ancré sur le territoire aujourd'hui, et ces acteurs-là ont pu partager, et donc on a constitué un comité de pilotage opérationnel assez rapidement, qui a pendant 15 mois à peu près, travaillé à finaliser ce projet. Donc en fait, ce projet, alors je l'ai initié, je l'ai distillé, je l'ai infusé, aujourd'hui je le pilote et je l'anime, mais en fait il a été co-construit tout au long du parcours, et on n'en serait pas aujourd'hui sans les acteurs de santé, et on n'en serait pas aujourd'hui sans d'autres patients. C'est important qu'on en soit là. Et ce qu'on entend, je redonne la voix à nos bénéficiaires, ce qu'on entend aujourd'hui dans les couloirs de la Maison Jaya, ce qu'on entend dans les rendez-vous bilans, ce qu'on lit dans les questionnaires d'évaluation, c'est le fait que on se sent compris. Donc c'est bien au-delà de écouter, de entendu, c'est compris. Et ça, c'est une puissance incroyable. Quand vous sentez compris, ça veut dire que vous vous sentez plus anormal, vous vous sentez plus seul. Et là, quelle énergie, quelle confiance, quelle envie d'y aller, tu vois. Ça, on sent qu'on n'est pas jugé en fait dans la Maison Jaya. Il y a pas de jugement, il y a pas d'injonction, il y a pas non mais là faut que tu reprennes le travail en fait, c'est fini. Enfin, il y a pas tout ça. Moi, j'aime à dire, on est un peu hors du temps. C'est un temps offert vraiment pour ces personnes qui ont besoin à ce moment-là de se recentrer sur elles pour se retrouver. En fait, qu'elles se retrouvent et qu'elles acceptent aussi parfois les réajustements, les changements. Alors, ils sont souvent là, pas par hasard, c'est-à-dire que
On sait que voilà des passages de vie qui sont difficiles, ça renvoie à un moment donné quelque chose de positif, ça aide à la reconstruction. Donc on les accompagne sur cette acceptation, sur cette prise de recul, sur le fait de réussir à se projeter sur quelque chose de positif et que la maladie n'est pas une fin en soi. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, moi, je suis encore dans l'après-cancer. J'ai encore un traitement préventif pendant quelques semaines qui s'arrête bientôt. Mais je ressens encore des choses en lien avec la maladie. Quand j'ai un examen de contrôle, je suis encore angoissée. Enfin, des choses très naturelles et très normales. Mais la vie que j'ai aujourd'hui, c'est la vie que j'ai choisie. Tu vois, et cette vie-là, aujourd'hui, elle a de la valeur. Et cette vie-là, elle est belle. Donc, c'est peut-être pas la même que celle que j'avais avant, mais c'est ma vie à moi. Et ça, quand la personne arrive dans la maison Jaya, elle formule pas ça. Mais ce qui est normal. Et donc, nous, l'équipe, on sait que ce chemin, c'est important de le faire. Donc, on est là pour les accompagner et pour impulser ce changement, quoi. Pour accompagner cette transformation. C'est vraiment ça, accompagner cette transformation. Moi-même, finalement, quand j'ai imaginé ce projet et quand on l'a co-construit ensemble, j'avais pas mesuré cet impact et cette influence sur la transformation en fait de la personne et comment nos accompagnements aujourd'hui pouvaient être soutenants et aidants. Dans ce sens-là, c'est-à-dire que quand la personne arrive, elle va exprimer ses difficultés, elle va s'exprimer ce dont elle a envie, ce dont elle a besoin, ce dont elle a peur, et les personnes arrivent avec toute leur vie, pas que le cancer, toute leur vie. Donc nous, on accueille ça et ensuite, quand on définit ensemble avec le bénéficiaire ce qu'on appelle l'intention, finalement, c'est ce vers quoi la personne a besoin d'aller maintenant, et donc ce vers quoi nous on va l'accompagner. On a des choses très fortes, à fort enjeu, tu vois, c'est des sujets très très prégnants, des sujets existentiels, des sujets liés à la mort, enfin tout ça, et on voit que progressivement tout au long du parcours, déjà la transformation agit, tu vois, la progression des soins, le fait qu'il y ait un suivi avec l'infirmière coordinatrice qui permet de faire régulièrement un point sur comment la personne se sent, c'est dans le sens que c'est un vrai accompagnement. Ça c'est important aussi, et la personne se sent c'est un lieu dans lequel elle parle de cocon. Je dis leurs mots. C'est un lieu dans lequel les personnes se sentent en confiance, se sentent en sécurité. Donc c'est très libérateur pour le lâcher prise, pour les mots, pour les émotions. Donc en fait, chez nous, il se passe plein de choses de cet ordre-là, et c'est ça qui transforme. Et où après 5, 10, 15 soins, la personne en rendez-vous bilan, elle va nous faire un retour sur son expérience et elle va nous dire ce qui a été important pour elle. Et là, on voit que ces choses-là, elles ressortent, le lieu. Le fait d'avoir été compris, plus que écouté, d'avoir été considéré. On a pris en compte leur vécu, on les considère. Et les personnes ne sont plus des patients, les personnes sont des personnes. Donc en fait, on prend complètement le contre-pied du système de santé, alors qui est en cours de transformation, mais c'est quand même un petit peu lent. Il y a une forme d'inertie. Donc nous, j'aime à dire qu'on est une start-up associative. On est vraiment tout le temps dans les réajustements. On est au plus proche de nos bénéficiaires. On est vraiment une petite équipe. On est 2 salariés. Et on a toujours ce souci d'être au plus proche du besoin du patient, quoi. Donc on sera toujours dans cette finalité-là. Et aujourd'hui, après presque donc 1 an d'activité, on a ce recul pour dire que finalement, on est un lieu ressource alors pour nos bénéficiaires, on a un lieu ressource pour les structures, pour les établissements de santé qui nous adressent leurs patients pour pas les perdre. On est aussi un lieu ressource pour les entreprises, puisqu'on a une partie importante des personnes qui sont touchées par le cancer, qui sont en activité et en âge de travailler. Donc nous, on les accompagne dans ce rétablissement. Et on est en train de devenir un lieu expert de l'après-cancer. Et ça, c'est des choses qui s'offrent à nous, en fait, qui se présentent à nous aujourd'hui parce que on est dans cette phase d'expérimentation qui nous apprend beaucoup aussi. Finalement, c'est auto-apprenant sur le modèle, tu vois, qu'on a construit. Et évidemment, alors là, mon vœu le plus cher, ça serait de pouvoir dupliquer ce modèle, essaimer ce modèle sur d'autres territoires. Aujourd'hui, on est implanté à Rennes, sur un territoire qui est un territoire assez dynamique, assez moteur en termes de santé. Donc, on a vraiment cette chance-là et probablement qu'on n'aurait pas pu le faire peut-être dans d'autres villes. Mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir l'étendre à d'autres territoires en Bretagne et ailleurs. C'est tout ce que je souhaite et je pense que les auditrices ne pourront qu'acquiescer. Ce que j'observe quand je t'entends parler, c'est quand même, j'ai l'impression
que tu mets en fait au service de Maison Jaya tout le travail que tu as fait avant dans ta vie professionnelle. Donc tu parles de co-construction, tu parles quand même d'une façon aussi d'évaluer les parcours de soins, d'analyser les mots, la sémantique, etc. Le avant-après, qui est extrêmement structuré et structurant du coup pour la construction de la suite. Je t'avoue que moi ça m'impressionne beaucoup. C'est quoi ton process en fait Tu vois, est-ce que tu appliques du coup les processus que tu avais déjà quand tu étais consultante? Enfin, qu'est-ce qui fait que en fait ce projet, il a un an, c'est peu, mais il est très abouti. Donc c'est surprenant en fait. À ce stade-là, oui. C'est assez rare. Effectivement, la particularité. Alors, d'abord, j'ai vraiment capitalisé sur mon parcours professionnel de consultante et sur mon profil entrepreneurial, puisque j'ai été à mon compte. Donc, j'ai déjà lancé une activité. Alors, c'était pas une association, c'était une petite entreprise, etc. Mais il y a quand même une posture, voilà. Donc, j'ai un profil entrepreneurial, on va dire. Mon métier de consultant, tu le sais bien, ça apporte la capacité à apporter des projets, à mobiliser des équipes, à structurer, voilà, des process. Après, aujourd'hui, moi, je pilote la Maison Jaya comme une entreprise, en fait. Je vais pas chercher des clients, mais je vais chercher des soutiens financiers. Je travaille sur la communication, au même titre que dans une entreprise, en fait. Peu de différence à part le modèle économique. Et ça, c'est très important. Parce que du coup, j'ai aussi, je pense, à la fois j'ai cette forme d'agilité. J'ai pu m'appuyer sur mon réseau d'entrepreneurs aussi, pour m'aider. Et finalement, alors c'est très juste ce que tu dis, et ça, je l'ai très vite compris que si j'avais pas eu ce profil-là, probablement que je l'aurais pas fait comme ça. Je l'aurais peut-être fait, mais pas comme ça. Et c'est ça qui m'a permis aussi de vouloir préparer le projet, le structurer, le professionnaliser avant de le lancer. Et pas l'inverse, parce que dans la plupart, voilà, des initiatives de cet ordre-là, des initiatives associatives, souvent l'association, elle se crée à partir d'un besoin, ça c'est clair. Voilà, mais elle n'est pas forcément imbriquée dans un écosystème, elle n'est pas forcément structurée, et finalement c'est a posteriori que les porteurs de projets vont devoir aller chercher un peu plus d'argent, ou devoir aller chercher des soutiens, devoir aller chercher des parties prenantes, etc. Et en fait, moi j'avais conditionné l'ouverture au soutien de certaines structures. Et ce qu'on voit, c'est que mon profil a été, de ce qu'on m'a dit et de ce que je pressens, mon profil a été rassurant. En fait, j'ai été rassurante pour les parties prenantes, j'ai été rassurante pour les partenaires, parce que j'étais une patiente. Et ça a plu que je parle de l'intérieur, de ce que je vivais à l'intérieur, parce que j'avais un parcours professionnel, voilà, qui donnait confiance, et parce que on ressentait que c'était structuré et professionnalisé. Donc ça a beaucoup rassuré les partenaires, et probablement que ça a eu un impact sur leur décision de nous soutenir. Et pour nous, en tout cas, quand je dis c'est moi et les cofondateurs, pour nous, c'était important que ce lancement, il soit conditionné aussi au go de certains partenaires, pour pouvoir tout de suite avoir de la légitimité et tout de suite avoir de l'impact. Et d'ailleurs, quand on a ouvert la Maison Jaya le 14 avril 2025, on avait déjà des demandes, on avait déjà des contacts. Donc en fait, on a ouvert avec de l'activité. Tu vois, on n'a pas attendu l'activité, il n'y a pas eu de temps mort en fait au moment du lancement. Et ça, c'est parce qu'on avait travaillé. Moi, j'ai travaillé quasiment 3 ans sur ce projet. Donc voilà, c'est un peu le résultat aussi de tout ce travail de co-construction et de réajustement, parce qu'en fait, si je reviens en arrière, les premières bases de ce que j'avais écrit, c'est pas ce qu'on a créé, tu vois. Donc ça, c'est super intéressant aussi. Je serais restée sur mon idée de départ, peut-être qu'on n'en serait pas là, tu vois. Donc ça, c'est super. Ça prouve bien que le collectif, la coopération... alors ça a toujours été ma posture. Moi, dans le consulting, j'ai toujours eu des méthodes participatives. J'ai toujours travaillé comme ça. Donc en fait, j'ai rien changé. En fait, je suis restée moi-même, tu vois. Et je reviens sur quelque chose que tu disais tout à l'heure. En fait, moi, à partir d'un moment, j'ai eu une confiance 300%, en fait, tu vois, je me suis plus posé de questions, je savais qu'on allait y arriver. Parce que quand t'as des premiers retours, ça rassure, et puis j'étais bien entourée, et puis après, quand il y a une dynamique qui s'enclenche, et aujourd'hui encore,
j'ai la preuve que ça fonctionne. Aujourd'hui, on a de plus en plus de demandes, on a quand même une forte croissance des accueils, etc. Et je sais que la Maison Jaya va continuer à se développer, qu'on ira loin. Et voilà, on sera toujours attaché à faire ce pas de côté aussi, mais sur tous les champs, sur l'accompagnement, sur l'écoute de nos bénéficiaires et l'évaluation. Tu en parlais tout à l'heure. Voilà, l'évaluation, c'est un domaine que je connais un petit peu aussi. On a un comité d'experts composé de médecins qui nous aident à structurer cette évaluation. En fait, on est toujours en réflexion sur plein de choses. On est en mode projet. Je souhaite vraiment, en tout cas, qu'on puisse continuer comme ça. Et c'est aussi ça la différenciation, quoi. Tu vois, le modèle, il est différenciant, mais aussi notre façon de se développer, elle est différenciante. Notre modèle de financement, il est différenciant. Aujourd'hui, on a plusieurs sources de financement. On a un financement pluriel, un modèle économique pluriel, et c'est aussi ça qui fait la richesse de Jaya. On a des partenaires publics, des partenaires privés, des partenaires acteurs de santé. On a de nombreuses entreprises. On a des donateurs qui sont nombreux aussi. Donc tout ça, ça nous permet aussi de continuer à grandir et de la bonne manière, parce que finalement chacun contribue, chacun agit, tu vois, à sa façon. Du coup, c'est quand même un projet d'envergure. On sent ton ambition, on sent que Maison Jaya peut aller loin. Du coup, moi, je me demande, est-ce qu'il n'y a pas des moments où tu as eu peur ou, enfin, tu vois, si on se met dans les baskets de la leader, ça a été quoi les plus gros challenges sur le parcours? Les plus gros challenges, ça a été d'embarquer les acteurs de santé, alors que je vais dire référents. Donc les acteurs de santé, ça va être l'agence régionale de santé de Bretagne, par exemple, l'ensemble des établissements de santé de Rennes qui font du cancer, puisque c'est des acteurs incontournables et sans leur confiance, je me serais pas sentie légitime, tu vois, dans l'avancement de ce projet. Donc ça a été un premier gros challenge et qui conditionnait la suite aussi, hein, comme on le disait tout à l'heure. C'est vrai que, alors, j'ai été agréablement surprise assez vite de voir que il y avait une écoute. Il y avait une écoute attentive. Il y avait un intérêt. Tu vois, déjà, c'était les premiers signaux. Et après, c'est le cercle vertueux. Un partenaire en amène un autre. Et c'est vrai que ça, c'était important. Les peurs, elles ont plutôt concerné une phase plus en amont, où j'avais cette incertitude de prendre la bonne voie, tu vois, mais à titre personnel, tu vois, plutôt sur un nouveau projet. Moi, je suis une femme de projet, hein, mais un nouveau projet. On est en train de le comprendre. Tu vois, un nouveau projet. Voilà, ma vie personnelle, ma vie familiale, enfin ça a de l'impact, hein. C'est un engagement, moi pas non plusieurs mois et années. Enfin j'ai été au chômage, enfin tu vois, j'ai travaillé sur ce projet, c'était du bénévolat, enfin tu vois, j'étais pas rémunérée, donc c'est aussi impactant. C'est spécifique, donc là c'est plus dans ces moments-là où j'ai pu être inquiète, enfin tu vois, en questionnement. Et si ça n'aboutit pas, voilà, jusqu'au jour où je te dis, j'ai senti que ça, et je le disais autour de moi, hein, non mais on va y arriver en fait. Je connaissais pas trop la temporalité, parce que évidemment c'est un peu long à construire un projet comme ça, hein, puisque c'est un projet d'envergure, mais je savais qu'on allait y arriver. Et on a réussi. Et en fait aujourd'hui, à chaque étape, tu vois, là où 1 an, c'est une étape importante pour nous. Alors bon, 1 an c'est très peu, hein, évidemment. Mais c'est une étape importante et c'est pour ça qu'on l'a faite. Et c'est important pour nous de se dire, bon, on a appris, qu'est-ce qu'on a appris pendant cette première année? Qu'est-ce qu'on garde pas? Parce qu'il y a des choses qu'on est en train de réajuster. L'objectif, c'est toujours d'améliorer l'impact. Voilà, de renforcer l'impact. Et où on va, parce que moi, j'aime toujours, je suis beaucoup dans la projection, donc j'ai la vision, en fait, tu vois. Je porte la vision de la Maison Jaya, je pilote l'équipe, j'amène des idées, des projets. Après, on fait pas tout, hein. On a une boîte à idées qui est bien pleine, on met pas tout en œuvre, mais en tout cas, on fait beaucoup de choses aujourd'hui. Et je pense que c'est important parce qu'on est dans l'innovation aussi. Tu vois, on est dans cette nouvelle approche. Donc là, c'est un peu le plaidoyer du recentrage, en tout cas de l'écoute, de la compréhension des besoins de la personne, comment elle vit les choses, ce dont elle a envie, ce qu'elle veut faire, pour remettre au centre l'individu et l'entièreté de sa personne. Ce qui, on l'imagine, dans un moment où tu traverses et t'as traversé une maladie, est essentiel. C'est un besoin vital, en fait. Tu as une équipe, tu es entouré, tu l'as dit. Alors, il y a des gens, vous êtes 2 salariés, mais il y a beaucoup de gens qui travaillent à la Maison Jaya, qui gravitent autour. J'ai compris que tu travaillais beaucoup en collaboration, en co-construction. Qu'est-ce que tu dirais en tant que manager, leader, qui es-tu? Comment on te décrirait, quoi? Tu vois, ton équipe, elle te décrirait comment? Je pense que mon équipe, elle emploierait des mots comme... alors moi, je suis beaucoup dans l'écoute.
J'ai toujours été beaucoup dans l'écoute, dans ma famille, dans mon métier de consultante, dans la maison Jaïa. C'est moi en tant que patiente partenaire qui a accueilli tous les premiers bénéficiaires. Voilà, donc l'écoute, c'est quelque chose. Voilà, donc je suis en écoute de l'équipe. Je suis à l'écoute de l'équipe et la plupart des décisions se prennent en équipe dans la maison et aussi en échange avec une gouvernance rapprochée, on va dire, une gouvernance rapprochée de l'association avec notamment Vive Trois-Bretagne qui est un partenaire fondateur, donc le président de notre association, Régis Condon, et la garde rapprochée, on va dire, l'équipe rapprochée de la maison Jaïa. Et donc l'écoute, après, alors c'est vrai que j'ai beaucoup d'idées, j'ai beaucoup d'envies. Je tire beaucoup de fils. En fait, quand j'entends quelque chose et je me dis tiens, ça c'est intéressant, j'ai cette capacité à le remettre en perspective avec une action, une intention, quelque chose qui pourrait être intéressant à réfléchir déjà dans un premier temps. Donc je suis un petit peu une carte mentale sur pattes, tu vois. Donc c'est un peu complexe au quotidien, mais ça apporte beaucoup parce que j'alimente finalement, tu vois, les réflexions des uns, des autres. Voilà, après je sais aussi, je pense structurer, hiérarchiser les idées, les projets, on y va pas, on va pas partout tout le temps. Je pense aussi que j'ai une très grosse capacité de travail malgré voilà, que j'ai un petit peu plus de fatigabilité depuis la maladie quand même, c'est la réalité des choses, hein, je l'accepte. Je tente en tout cas d'en prendre compte, mais j'arrive encore quand même à beaucoup travailler. Et peut-être que j'ai ce soin du lien à l'autre, dans le sens où que ce soit les partenaires, qu'ils soient financeurs ou pas, l'équipe, nos bénéficiaires, j'ai ce besoin aussi d'être en lien avec l'autre. Donc on tente de maintenir de l'information, de la communication suffisante sous des formes différentes, avec toutes ces parties prenantes là qui évoluent à l'intérieur et à l'extérieur. Et parce que ça, je sais que c'est important. Tu vois, que les gens sachent qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on attend d'eux, tu vois. Parce que finalement, on n'est pas une initiative isolée, on est imbriqué dans un écosystème. C'est aussi gagnant-gagnant, quoi. Tu vois, un soutien va attendre quelque chose de. Donc voilà, on organise plein de choses dans la maison, des événements pour les pros, pour qu'ils viennent découvrir. On organise des portes ouvertes, on organise des rencontres. Là, on va organiser des conférences. Enfin, tu vois, donc toujours être en lien avec le terrain aussi. Tu vois, ne jamais oublier ce que vivent les gens. Voilà. Donc moi, j'ai toujours cette connexion là. Mais alors, je suis pas la seule dans l'équipe parce que l'équipe, ce serait pas l'équipe de Jaïa si il y avait pas cette fibre. Au-delà de la qualification des pros, au-delà de leur expérience en matière d'accompagnement de personnes touchées par la maladie, puisque ça faisait partie des critères, c'est des gens qui ont cette posture. Tu vois, et cette humilité aussi, c'est des gens qui ont l'habitude d'accompagner ce type de public et donc en fait, j'ai pas grand-chose à leur apprendre, tu vois, on est câblés pareil. Ouais, je pense être assez humble en toute modestie, tu vois, je pense pas être je fais pas ça pour moi en fait même si pour rebondir sur ce que tu disais ça a bien évidemment un aspect thérapeutique, puisque c'est de l'auto-soin. Hein. Je veux dire, ce que je porte aujourd'hui, c'est un bonheur immense pour moi au quotidien. Quand j'arrive dans la maison Jaïa, je me sens mais tellement bien. Et c'est vrai qu'on s'y sent bien parce que ouais. je suis venue visiter. Je trouvais que c'était trop beau et tu parlais de cocon tout à l'heure. Moi, c'est tout de suite ce que j'ai pensé. J'ai pensé que c'était un cocon. Bravo pour ça. Du coup, je suis complètement alignée aujourd'hui avec qui je suis, ce que je veux être, et je sais que je vais continuer ma transformation. En fait, être au service de l'autre aujourd'hui, avec cette vocation et cette mission, et me permettre aussi de recevoir cette gratitude, de recevoir ces mots. En fait, on est entouré de choses positives, tu vois. On est vraiment dans la vie, et ce retour à la vie qu'on accompagne, il est incroyable, quoi. Il est incroyable. Donc moi, je m'émerveille chaque jour avec l'équipe de ce qu'on arrive à faire tous ensemble. Et ça, c'est vrai que c'est vraiment chouette de pouvoir le partager comme aujourd'hui, où j'en parle avec toi. C'est très bien parce que c'est important de savoir qu'un lieu comme ça existe. Donc aujourd'hui, c'est Rennes, mais peut-être demain, ce sera ailleurs, qu'un lieu comme ça existe. Ça veut dire que c'est possible. Donc c'est un message d'espoir. Et que l'après-cancer, finalement, aujourd'hui, on est en capacité de rendre visible l'invisible. Donc tous ces mots MAUX qui sont pas forcément exprimés par les patients parce que les patients ont peur, parce que les patients n'osent pas, parce que les patients pensent qu'ils devraient redevenir normal. Enfin tout ça devrait redevenir normal. Voilà, donc on est en train de rendre visible l'invisible et ça c'est aussi
très puissant, je trouve. C'est très puissant et émouvant. C'est un épisode plein d'émotions. Avant de passer à la conclusion de cet épisode, j'avais une question. Maison Jaya dans 10 ans. Alors, la Maison Jaya dans 10 ans, j'aimerais qu'elle ait fait des petits. Des petits, même si à ce jour, on ne sait pas comment pourrait être essaimé le modèle. Mais la réflexion est en cours dans notre comité stratégique notamment. Donc, des petits, pas forcément exactement comme ce qu'on est aujourd'hui ou ce qu'on fait aujourd'hui, parce que c'est quand même c'est un peu le bateau amiral à Rennes, hein, voilà. Donc c'est intéressant de réfléchir aussi à des modèles hybrides en maintenant ce cœur du système, le cœur du réacteur qui est la méthode. Hein. C'est cette méthode d'accompagnement, cette posture et tous ces ingrédients qu'on met à l'intérieur. Donc ça c'est ce que je vois moi, c'est que ça s'essaime probablement plutôt en Bretagne d'abord et puis après dans d'autres régions, mais que ça s'essaime et que ça inspire d'autres lieux, parce qu'il existe d'autres lieux ressources des maisons de soins de support en France et sur tout le territoire national. Et dans ces maisons de soins de support, voilà, après chacun a son approche, donc ça peut aussi être, on peut aussi s'inspirer d'un élément, d'une étape, d'une brique, du modèle, évidemment. Voilà, ça m'intéresse, que ça permette aussi de monter un peu en compétence sur des accompagnements qui sont déjà existants et de se dire tiens oui ça peut m'inspirer pour chez moi quoi. Ça c'est chouette. Après, j'aimerais aussi que collectivement, il y ait, alors comme c'est déjà initié sur le territoire rennais, mais qui est collectivement, voilà, que ce soutien en tout cas et ce collectif de partenaires continue de se renforcer, qu'il soit toujours, voilà, à nos côtés, en tout cas fidèles, voilà. Que cette fidélité des partenaires se poursuive. Hein. On est une structure jeune, donc on a encore plein de choses à faire. Et je dirais peut-être la troisième étape, pas forcément dans l'ordre, mais en tout cas troisième élément qui pourrait être intéressant, c'est qu'on puisse. Alors aujourd'hui, on est une initiative de proximité. On restera, en tout cas, la Maison Jaya à Rennes restera une structure de proximité. C'est important, imbriqué sur son territoire, mais qu'on puisse avoir une plus grande visibilité au niveau national. Et notamment, voilà, dans un écosystème de santé, dans un écosystème scientifique, hein, qu'on puisse prouver, en tout cas qu'on puisse être visible, puisque faire la preuve, on est en train de le faire. Voilà, donc on aura des éléments statistiques et scientifiques dans quelques semaines, dans quelques mois, mais voilà, qu'on ait cette visibilité et cette reconnaissance au niveau national et que le national aussi puisse s'appuyer sur notre structure. En fait, on est un outil au service d'eux. Donc le national, quand je dis le national, bon, ça pourrait être tout un tas de types de structures, mais peut s'appuyer sur notre modèle pour faire progresser l'accompagnement dans l'après-cancer. Ouais. Voire même peut-être, parce que ce qu'on fait aujourd'hui pour le cancer, on pourrait le faire pour d'autres pathologies. Hein. C'est exactement ce à quoi je pensais. Parce qu'en fait, tu parles de méthode, et finalement, dans beaucoup de choses que tu nous as décrites aujourd'hui, il y a tellement de choses qui pourraient s'appliquer à d'autres pathologies, d'autres prises en charge, en fait, d'autres. Ouais, tout à fait. On a il y a un vrai enjeu de maladies chroniques, hein, on le sait, en France, donc avec un développement très puissant, très important des maladies chroniques. Donc on est tout à fait, on pourrait tout à fait transposer l'accompagnement et le modèle, en le réajustant, en le personnalisant, en l'adaptant, mais à d'autres pathologies, puisqu'on est finalement dans un accompagnement au rétablissement, au réconfort, au soutien, à la qualité de vie. Donc évidemment, plein d'autres pathologies sont concernées. C'est très intéressant et très excitant de se dire que possiblement on pourrait utiliser, tu vois, tout ce travail-là pour à d'autres fins, dans d'autres écosystèmes, etc. Et vraiment, je serais très heureuse de ça, quoi, hein, de continuer à être au service plus largement de la population, quoi. En fait, là, on est sur des enjeux de santé publique, hein, je le rappelle quand même, juste. Ouais, tu vois, complètement. Donc voilà. Ok, donc moi je te vois aussi à l'Assemblée nationale. Voilà. Comme ça, c'est dit. On arrive à la fin de cet entretien et j'avais envie de te poser une question qui est plus liée à nos auditrices quelque part, parce que tu nous as parlé de ce projet, on sent énormément d'alignement. D'ailleurs, tu as employé ce terme. Beaucoup de confiance aussi, beaucoup d'énergie. Mais parfois, on a envie de faire des choses et c'est un peu dur d'oser. Et donc moi je pense à si tu avais en face une femme qui nous écoute, qui tu vois, qui sent que elle est en chemin pour créer quelque chose qui a du sens, mais pétrie de doutes.
Qu'est-ce que tu lui dirais ? Je lui dirais d'abord de se faire confiance et de se dire que rien n'est impossible. Ça, c'est peut-être la première énergie, en tout cas, la première impulsion. Et alors, ça nécessite, oui, une prise de risque, mais quand on entreprend, il y a toujours une prise de risque. Donc après, on peut la mesurer, on peut la temporiser, mais il y a toujours une prise de risque. Cette confiance, s'écouter. Donc s'extraire un peu de commentaires qui pourraient nous limiter, nous restreindre, nous freiner. Mais aussi de pas avancer seul, parce qu'en fait, on a tous notre idée d'un projet, on a tous notre idée de ce qu'on veut faire. Mais notre idée, si elle n'est pas partagée, si elle n'est pas coportée, si elle n'est pas réajustée, en fait, possiblement, elle vaudra pas grand-chose, quoi. Et on apprend toujours de ce partage-là, en fait, et c'est vrai que on voit bien que c'est un peu comme un effet boule de neige. On parle de quelque chose de petit, puis au fur et à mesure, ça s'alimente et ça grandit, en fait, ça s'auto-alimente grâce aux rencontres, grâce aux interactions, grâce aux échanges de publics variés. Donc, être entouré, sortir de sa zone de confort, être entouré de publics, se dire que on va pas forcément tout connaître sur le projet, sur le sujet. On doit être aidé aussi et du coup, c'est ça qui va renforcer la puissance du projet et le rendre réalisable aussi. Voilà. Moi, c'est plutôt ça les conseils que je donnerais, ce serait ça. D'abord, s'écouter soi. Parce que, voilà, l'idée, c'est que, évidemment, de partir de ce qu'on ressent vraiment à l'intérieur, puisque quand on porte un projet, il y a toujours une histoire et une motivation profonde, parce que cette motivation-là, c'est ça qui va vous porter. Mais ensuite, s'ouvrir à l'autre. Oser ne pas avoir peur de confronter son idée, en fait, de la présenter, de la proposer. Moi, j'ai parfois eu des accueils, un peu partagés. Voire même des questionnements peut-être parfois un peu pas négatifs, mais bon, des alertes. Voilà, on a pu m'alerter sur des choses, mais du coup je me suis dit tiens, il faut peut-être que je réfléchisse. Si on m'a alerté, il y a forcément une raison, tu vois. Donc j'ai pas pris ça comme une attaque à mon projet, mais j'ai pris ça comme comment je fais pour répondre à cette interrogation, tu vois. Donc c'est plutôt ça l'idée, c'est de s'ouvrir à l'autre et accepter que parfois on va être dans la critique, mais s'appuyer sur ça pour faire évoluer les choses. Merci pour les conseils. Alors, si on veut participer à faire grandir la Maison Jaïa, à continuer qu'elle se développe, comment on peut faire, où est-ce qu'on la trouve, enfin voilà, est-ce que tu peux nous dire pour les gens qui ont envie de contribuer, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire plusieurs choses déjà. Tous, qui que vous soyez, vous pouvez parler de la Maison Jaïa autour de vous. Si vous êtes rennais ou dans le département d'Ille-et-Vilaine, encore plus évidemment, déjà de savoir qu'un lieu comme ça existe pour des personnes qui ont été touchées par la maladie, c'est énorme. Après, en termes de soutien et de partenariat notamment, alors je peux parler aux entrepreneuses qui nous écoutent, on peut devenir mécène de l'association, donc soutenir financièrement ou à travers du mécénat de compétences ou à travers des dons en nature. On peut soutenir l'association puisque nous sommes une association d'intérêt général et l'entreprise bénéficiera d'une réduction fiscale de 60% en cas d'action de mécénat. Et si vous êtes un particulier, vous pouvez également faire un don puisque notre lieu existe aussi grâce à la générosité du public. Donc, vous pouvez faire un don sur notre site internet www.lamaisonjaïa.fr en ligne pour soutenir l'association. Donc ça, c'est 2 actions possibles et qui seront très bien accueillies. Et n'hésitez pas après, si vous souhaitez rentrer en contact avec nous, vous pouvez nous envoyer un petit mail de contact aussi via le formulaire sur le site. On sera ravis de pouvoir échanger avec vous sur ce beau lieu. Merci beaucoup Florence et bien entendu je mettrai les liens dans les notes de l'épisode, il vous suffira de cliquer. Un grand merci pour tous ces partages, ta générosité et ta présence, c'était un plaisir de t'avoir au micro. Merci beaucoup Jenny, j'ai passé un très très bon moment, assez émouvant aussi pour moi. Du coup, c'était inattendu ce matin d'être émue, mais ça fait du bien de libérer ces émotions et je te remercie pour cet échange de grande qualité et j'ai hâte d'écouter le résultat. Très bientôt. Merci. À bientôt Florence. Au revoir.
Merci pour votre écoute. N'oubliez pas d'en parler autour de vous et de laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute si l'épisode vous a plu. Rendez-vous sur mon site jennychamas.com pour en savoir plus sur mes accompagnements et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.